Pourquoi tous les médias parlent tous de la même chose ? Tous les médias sont détenus par une poignée de grands propriétaires qui défendent leurs intérêts et ne parlent que des sujets qui ne fâchent pas pour ne pas perturber l'ordre établi. C'est séduisant comme idée, c'est simple, efficace, tous pourris. Un grand complot mondial orchestré par les puissants qui sont secrètement au-dessus de tous les gouvernements possibles. Mais désolé, la réalité est beaucoup moins sexy. Attention, ce qui est dit plus haut est un peu vrai. La concentration de la presse est un vrai problème et la mainmise des grands groupes est un obstacle à la pluralité de l'information. En gros, si vous prenez la totalité de la presse française, vous avez une vingtaine de groupes qui possèdent le tout. Mais il y a pire. Quand un journaliste tout en bas de l'échelle décide du sujet qu'il va traiter, il ne se demande pas tout de suite ce que Bernard Arnault ou Vincent Bolloré vont en penser. Attention, je vous parle là du journaliste de base, le pigiste qui part seul avec son micro, le type payé au lance-pierre qui fait des papiers dans un journal local, ou les jeunes sortis de l'école qui apprennent à peine à se servir de leur caméra. Mine de rien, ce sont souvent eux qui sont le plus vus, qui font le plus d'audience. Cela dit, ça s'applique aussi aux journalistes chevronnés qui connaissent bien leur boulot et qui veulent bien le faire. Dans tous les cas, même s'il est proche de sa direction, de son rédac-chef, c'est difficile d'établir un lien réel avec les grands pontes. Et puis les grands pontes, ça ne les intéresse pas des masses, la dernière déclaration de Manuel Valls ou le nombre de policiers blessés à la dernière manif, donc bon. Du coup, si eux, les journalistes qui font l'info, ils s'en foutent de ce que pensent Bernard ou Vincent, ça veut dire qu'ils se contentent de traiter les sujets qu'ils ont choisis. Mais le journaliste choisit-il vraiment l'info qu'il traite ? Mettons de côté les différentes pressions qui peuvent exister au sein d'une rédaction, il y en a toujours ou presque, mais il faudrait voir ça individuellement pour chaque média et ce n'est pas le sujet ici. Voyons plutôt comment le journaliste choisit son sujet. Eh bien, il se pose une question fondamentale. Qu'est-ce que le spectateur a envie de voir ? On sait bien que l'obscur groupe de métal qu'on adore, que la dernière vidéo du youtubeur que l'on suit ou que l'entreprise de tonton qui galère ne va pas fasciner les foules. Alors on essaye de penser comme la majorité. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 méthodes, on regarde les médias. Les journalistes du Parisien regardent BFM TV, qui écoutent France Info, qui regardent iTélé, qui lit le Parisien, et comme ça, plus de risque de se tromper et de passer à côté de l'info. Pas n'importe quelle info, l'info, celle dont il faut parler aujourd'hui. Et en restant comme ça, entre nous, moi on est sûr qu'on ne fait pas fausse route parce qu'on plaît au public ou en tout cas aux autres journalistes. Ce sont eux, après tout, les premiers spectateurs, les lecteurs les plus assidus, les fidèles auditeurs. En même temps, il faut dire que les journalistes, ils se comprennent entre eux. Ils auront fait les mêmes écoles, ils ont le même parcours. C'est ce qu'explique Elisabeth Martichoux dans ce bouquin. Donc on est dans une situation où tout le monde dit la même chose parce que tout le monde suit tout le monde. Les canards seraient-ils faits par des moutons ? Un peu. Que ce soit par flemme, par facilité, par manque de temps ou de moyens, les médias se copient les uns les autres. Le statu quo semble être devenu la règle, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit baisser les bras. Les médias peuvent changer la donne. D'abord, en arrêtant de prendre le lecteur pour un con, c'est pas moi qui le dis, c'est Libé. Dans cet article, Johan Hufnagel et David Carzon expliquent que le journaliste ne doit pas penser à la place du lecteur. Le lecteur peut apprécier et partager une news insolite à la con et une longue enquête chiante et austère. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais rien que se dire qu'il ne faut pas prendre le lecteur pour un con, c'est une vraie démarche. Dans une enquête parue sur Medium, Jennifer Brandel et Andrew Egg racontent qu'ils sont allés dans des rédactions pour demander aux journalistes ce qu'ils pensaient de leurs lecteurs. On ne peut pas dire que les réponses étaient super flatteuses. Les journalistes doivent donc se rappeler qu'il y a différents types de publics, certains passifs et d'autres plus exigeants et plus conscients des logiques médiatiques. Alors, et nous, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, en attendant que les plus grands médias ne deviennent plus diversifiés, on peut déjà les encourager en montrant qu'on cherche autre chose. La presse plus exigeante et la presse magazine plus spécialisée fonctionnent bien. Le public, de plus en plus nombreux, ne se reconnaît plus dans les médias généralistes et se dirige par là. Et ce n'est pas toujours du jargon réservé à un public averti. Certaines choses sont très accessibles, même sans avoir un immense bagage culturel ou littéraire. Sur Internet aussi, des vidéastes attirent une grande audience en proposant de nouvelles manières de parler de l'actualité. Et leur but, bien souvent, ce n'est pas forcément d'intéresser les gens qui ne connaissent rien à l'info, c'est parfois d'attirer ceux qui ne trouvent pas dans l'info la pertinence, l'intelligence pourtant nécessaire au travail des journalistes. Les journalistes pourtant en sont capables. Parlez avec eux si vous en avez l'occasion, ce sont eux les plus conscients des lacunes de leur job. Ils savent faire autre chose, il faut juste leur rappeler qu'ils le peuvent.